Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Encore une fois, merci à nos contributeurs, toujours plus nombreux sur donc la plateforme Player. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver pour un bonus de chaque émission, donc toutes les semaines. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque nous serons à Cannes pour une émission spéciale. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de recevoir notamment le CIO de Player, justement, qui vous expliquera en détail toutes les fonctionnalités de Player, mais nous recevrons aussi d'autres invités. Nous vous en parlerons tout au long de cette semaine et nous vous préviendrons sur les réseaux sociaux. Alors, l'émission de la semaine dernière a fait un carton, on en parle beaucoup. C'était avec Philippe Pasco, donc on le remercie encore d'être venu. Après, André Berkoff, qui un peu plus tôt, lui aussi, avait beaucoup fait parler et avait subi les foudres de certains fact-checkers. Alors justement, en parlant de ces fact-checkers, nos amis fact-checkers vont être heureux aujourd'hui puisqu'ils nous critiquent, ils me critiquent souvent dans le choix de mes invités en me disant que, eh bien, je recevrai des invités qui pencheraient un peu trop à droite. Alors, je ne sais pas s'ils auront le culot de le dire de mon invité cette semaine puisque cet invité, eh bien, figurez-vous qu'il était l'avocat du Parti communiste français et de la CGT notamment. Alors, justement, on va en parler de ce sujet des fact-checkers puisque c'est un sujet qu'il domine et maîtrise parfaitement. Il est aussi avocat, donc c'est important de le préciser. Je suis ravi de le recevoir. C'est la première fois d'ailleurs qu'il vient dans les Incorrectibles. Maître Régis de Castelnau, bonsoir. Bonsoir Eric. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'être monté, comme on dit, puisque vous habitez dans le sud de la France. On va pas dire où, mais vous êtes venu spécialement donc pour cette émission. Donc vraiment infiniment merci. Alors on va préciser que vous aviez signé un remarquable ouvrage il y a quelque temps qui s'appelle La justice politique aux éditions L'Artilleur, un ouvrage qui est plus que jamais d'actualité. Mais si vous le voulez bien, cher maître, cher Régis de Castelnau, je vous propose pour commencer cette émission, eh bien d'entrer directement dans le vif du sujet avec une première partie d'émission que nous allons consacrer justement au scandale, à ce scandale qui touche la Macronie. Encore un, si j'osais, le fameux scandale du fonds Marianne. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, nous rappeler ce que constitue le fond de cette affaire, car on finit par l'oublier avec tout ce que les médias peuvent brasser comme vent. Alors je voudrais faire d'abord un petit préalable. C'est-à-dire de définir le lieu d'où je m'exprime, le lieu d'énonciation, comme on dit, c'est-à-dire le regard que je porte sur l'affaire du fonds Marianne. Les conclusions auxquelles j'aboutis sont aussi le produit de ma spécialité professionnelle, d'une de mes spécialités et de ma pratique. Je m'explique. Tout ce qui concerne la responsabilité personnelle des décideurs publics, j'ai enseigné la matière à Paris 2 en masters, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le fonctionnaire et le juge pénal, je donne ce titre mais j'en ai écrit d'autres, et j'ai pratiqué pendant longtemps tout ce qui relevait de ce droit pénal de la gestion publique, de ce droit financier de la gestion publique, et c'est la raison pour laquelle je crois avoir, du fait de ma pratique, une certaine légitimité à en parler. Alors, j'ai effectivement, comme tout le monde, entendu parler du fonds Marianne. J'ai vu que Marianne s'y intéressait, Marianne, le journal. On est d'accord. J'ai vu que France Info s'y intéressait aussi. Donc je me suis dit, tiens, d'où est parti le coup ? Parce que dans toutes les affaires politico-médiatico-financières, il y a souvent des commanditaires. Il y a souvent des commanditaires. Là, je me demandais ce qui se passait. Puis j'ai regardé ce qu'il en était. Et je suis arrivé à la conclusion. Je commence par la conclusion. Nous étions en présence d'une opération illégale visant à donner des fonds publics à des gens pour qu'ils fassent un travail, politique de soutien à Macron. C'est aussi simple que ça. C'est pas seulement... Enfin, ça, c'est l'interprétation, pardon, maître, que vous en faites. Ah, c'est l'interprétation. Parce que, oui. Concrètement, le fonds Marianne, au départ, c'est censé être un fonds, on le rappelle, donc après la atroce mort, la décapitation de Samuel Paty, eh bien, Marlène Schiappa, donc, a lancé, donc, ce fonds Marianne doté d'à peu près 2,5 millions d'euros, qui ont été distribués à 17 associations, dont on va, bien sûr, reparler. Et c'était pour lutter contre la radicalité en ligne. Si je résume, on va dire le séparatisme oui, la radicalisation en ligne, enfin par l'utilisation des réseaux.
Alors, c'est effectivement ma conclusion, mais si vous voulez, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant... Ce que je veux dire, c'est que c'est une opinion, si je peux me permettre. Non, en fait. Non, c'est une synthèse et des conclusions, qui sont les miennes. Attention, qui sont les miennes, hein, donc c'est l'analyse que j'en fais, mais c'est pour ça que je dis, je sais un petit peu de quoi je parle. Alors on peut tout à fait contester, débattre. Le débat contradictoire en matière judiciaire, c'est essentiel. Pour élaborer la vérité judiciaire, il faut qu'il y ait des points de vue qui s'affrontent et le juge doit ensuite arbitrer. Moi, je fais l'analyse, celle d'un praticien, celle d'un universitaire qui prétend pas mal connaître cette question. Si vous voulez, le droit, c'est pratique. C'est comme le chiffre. Je suis pas un homme du chiffre, je suis un homme du droit. Hein, les hommes du chiffre, les experts comptables, les commissaires aux comptes, ils analysent des bilans, ils font des additions et ils sont capables de vous rendre compte du réel économique d'une entreprise. Moi, je vois des faits, je vois comment ils se sont déroulés et en appréhendant ce réel à partir de ma compétence juridique, je suis en mesure de produire quelques conclusions, de dire il s'est probablement passé ceci, il s'est passé ça, hein, et par conséquent, il faudrait que on regarde cette affaire avec ces yeux-là. Voilà. Hein, c'est donc il y a une part de subjectivité évidemment. Hein, c'est tout à fait donc, normal. pardon, pour revenir à ma question. Donc, très prosaïquement, le fond général de cette affaire, c'est qu'on suspecte, ces fonds Marianne d'avoir été alloués, à des associations, à des entités, et qui n'ont pas produit, en contrepartie, ce pourquoi, ils ont touché ces fonds. Hein, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est la surface des choses. Parce que au départ, qu'est-ce qu'on a voulu faire, semble-t-il? Moi, pas nécessairement toutes, mais en tout cas, il y a une enquête qui va être diligentée, puisqu'il y a une commission parlementaire qui a été votée au Sénat. Nous allons d'ailleurs y revenir, hein, puisque c'est Charles Prats qui a émis aussi quelques analyses à ce sujet. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'on est dans un scandale, de quelle ampleur? Nous sommes sur un scandale de quelle ampleur au plan financier? Est-ce que vous considérez que c'est vraiment... Non. C'est 2,5 millions d'euros. C'est pas rien. C'est pas rien, hein. Mais par rapport au scandale lié à Alstom, par exemple, hein, où moi j'avais vu le travail fait par Olivier Marleix, qui avait été le président de la commission d'enquête parlementaire sur Alstom, on était autour de 160 millions d'euros. Quant au scandale des cabinets de conseil, McKinsey, là, on touche aux milliards. Bon, donc Mais c'est plus sur un plan moral, hein, si je puis me permettre, au-delà même de l'aspect financier. J'allais le dire. Au départ, il y a ce problème moral. Hein. Alors, je voudrais revenir sur qu'est-ce que la puissance publique a voulu faire, nous dit-on. Madame Schiappa dit, voilà, assassinat de Samuel Paty, hein, je vais doter un fonds, appelé Fonds Marianne, de 2,5 millions d'euros, et je vais demander à des prestataires, à des opérateurs, de venir faire un certain nombre de missions, d'accomplir un certain nombre de missions visant à lutter contre le séparatisme, la radicalisation, on sait très bien de quoi il s'agit, ceux qui avaient été à l'origine de la tragédie ayant abouti à la décapitation de Samuel Paty. Voilà, l'idée de départ, moi je trouve ça très bien, je trouve que c'est très honorable, hein, et que c'était probablement dans le principe une bonne idée. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on fait un choix de procédure qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous dites, voilà, j'ai un fonds, j'ai 2,5 millions d'euros, je voudrais qu'un certain nombre d'opérateurs qui sont des professionnels, qui sont des gens qui ont des références, produisent du travail. Qu'est-ce qu'ils se disent professionnels, pardon, parce que leur professionnalisme... Non, au départ, avant le choix, justement, je vous mettais le doigt sur quelque chose d'important. Avant le choix, je veux donc qu'il y ait des opérateurs. Donc je vais mettre un certain nombre de conditions. Je vais faire ce qu'on appelle un cahier des charges. Je vais faire un cahier des charges, hein, et ensuite, je vais installer un jury et je vais sélectionner des lauréats qui vont produire, qui auront un délai pour ça. C'est-à-dire cahier des charges, appel d'offres, c'est ça? Exactement, c'est un appel d'offres qui a été lancé. Mais le problème, c'est tout le problème, c'est qu'on n'a pas utilisé la procédure obligatoire à cette occasion, c'est-à-dire la procédure prévue par le Code des marchés, hein, c'est-à-dire que lorsque vous devez faire un marché, si vous ne le faites pas, vous commettez le délit de favoritisme. Vous pouvez truquer les procédures, mais ça c'est autre chose. Là, il s'agit du choix de la procédure. Au lieu de faire une procédure prévue par le Code des marchés, c'est-à-dire je fais un cahier des charges, et il y avait un cahier des charges, hein, je lance un appel à projet, je fais des formalités de publicité, je dis aux gens de venir, ils déposent leur dossier, et ensuite je choisis. Ça s'appelle un marché. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de différent.
On a dit, je fais un cahier des charges, je lance un appel à projet, des gens déposent des projets, et ensuite, je les choisis en leur donnant des subventions. Pardon ? Non, attendez. Un marché public, il y a des règles particulières pour le choix, pour les critères de choix, et ensuite pour l'exécution de la mission. Mais des subventions, qui demandent des subventions ? Des structures qui font des choses qu'elles considèrent d'intérêt général, qui se tournent vers la puissance publique et qui viennent dire, des communes, départements, régions, États, donnez-moi de l'argent, regardez, je fais du bon travail. Et là, on va voter un budget, on va dire, ok, on va vous donner de l'argent, mais il faudra que vous nous montriez ce que vous avez fait. On ne va pas donner de l'argent comme ça. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on dit, voilà ce qui est à faire, je définis mes besoins, je définis ce que je veux, et je vous donne des subventions. C'est un détournement de procédure. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un détournement de procédure ? Excusez-moi, c'est toujours technique. Pour plusieurs raisons. D'abord, processus de choix. Le processus de choix en matière de marché public est très encadré. En matière de subvention, il est plus, entre guillemets, souverain, plus arbitraire. C'est-à-dire que le feeling, les amis, etc., c'est un critère qu'on utilise souvent. Oui, puisque André Berkoff, ici, il y a 2 semaines, ici même, nous expliquait qu'il est courant d'attribuer des subventions, je cite, aux copains, sinon aux coquins, pour reprendre ces mots. Vous partagez son point de vue ? Oui, si vous voulez, la France est un pays où on donne beaucoup de subventions. J'avais fait un petit calcul en 2014, après l'écrasante défaite du Parti socialiste, qui avait perdu énormément de collectivités locales, et on avait fait, avec des amis socialistes, d'ailleurs, on avait fait le bilan des pertes de subventions pour les associations amies, et par conséquent des pertes d'emplois politiques, ce qu'on appelle les biberons. Vous savez, on donne une subvention à une association, puis il y a 2-3 personnes qui vont travailler pour le parti. Il y avait eu 5000 permanents qui avaient été perdus pour le PS à cette époque. Vous voyez, ça faisait un joli plan social. Donc là, il s'agissait de toute autre chose. Il s'agissait d'une commande. Bon, premier élément qui explique peut-être pourquoi on a choisi la procédure de subvention plutôt que la procédure... Pardon de vous interrompre, maître, mais il y avait un mot qui était aussi revenu, enfin que j'avais lu sur les réseaux sociaux notamment, c'était la mise en avant de ce qu'on appelait l'opacité, justement, qui était censé être là pour garantir une forme de sécurité pour les associations qui auraient donc bénéficié de ces subventions. On se demande d'ailleurs en quoi elles auraient été potentiellement menacées. Ça peut pas rentrer en compte, justement. Non. Voilà, vous formulez très bien la question, c'est-à-dire que si on vient me dire, voilà, j'ai choisi la procédure de subvention pour que ce soit opaque et pour que les gens soient protégés, devant un juge, bon courage pour venir le justifier. Le Code des marchés prévoit explicitement les cas où on peut s'en dispenser de cette procédure. Il y a de l'urgence, il y a de la très grande urgence, il y a un certain nombre de critères comme ça qui peuvent être utilisés pour éviter de passer par le Code des marchés. Là, je vois pas comment on pouvait l'éviter. En tout cas, l'invocation de cette sécurité est véritablement quelque chose qu'on a mis en place après, enfin qu'on a prétendu, qu'on a utilisé après pour essayer de se tirer d'un mauvais pas. Alors, comme je l'ai dit, le premier critère qui différencie le Code des marchés de cette procédure qui a été adoptée de subvention, c'est le critère du choix. Je dois faire ça en fonction d'un cahier des charges. Quand il s'agit d'un marché, quand il s'agit d'une subvention, je fais un peu ce que je veux. Deuxièmement, c'est la prestation. C'est la prestation. C'est-à-dire que y a un devoir de vérification, mais qui est extrêmement sévère pour le Code des marchés. Quand vous êtes attributaire d'un marché public, quelle que soit la somme, vous ne pouvez être payé de votre mission que si vous avez accompli la tâche qui vous a été confiée pour laquelle on vous paye. C'est ce qu'on appelle la notion de service fait. Mais la subvention, elle n'est pas donnée en amont ? C'est-à-dire que si je vous attribue une subvention, vous le travail, vous ne le faites qu'après. Et Éric, voilà, je vais y venir. Là, je parle bien de la procédure de marché. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le marché ? On n'a pas pris la procédure de marché et on a fait un détournement de procédure, probablement, en utilisant la procédure de subvention. D'abord, pour avoir des critères de choix tranquilles, pour pouvoir choisir qui on voulait. Deuxièmement,
pour n'avoir pas les contraintes de la vérification du travail qu'on a dans le code des marchés, c'est-à-dire que le code des marchés, vous avez une mission, vous devez justifier que vous avez rempli la mission, celui qui a commandé, le maître d'ouvrage public, doit certifier que le boulot est fait, et à ce moment-là, on transmet ça au trésorier payeur général, il y a une séparation de l'ordonnateur et du comptable en comptabilité publique, et le comptable public, il vérifie si le travail a été effectué. Donc, le commanditaire doit le vérifier, Madame Schiappa. Ensuite, l'ordonnateur qui paye doit le vérifier. Ça, c'est le code des marchés. J'insiste, c'est le code des marchés. Alors, pardon de vous interrompre là encore, vous dites Madame Schiappa. Bon, Madame Schiappa se défend en disant d'ailleurs qu'elle allait peut-être, via son avocat, attaquer toutes les personnes qui mettraient en cause son intégrité. Est-ce que c'était elle, personnellement, qui était responsable de l'attribution de ces subventions, ou est-ce que quand on est ministre, c'est le fameux responsable mais pas coupable? Est-ce que c'est elle finalement qui devait superviser l'attribution? Est-ce que c'est elle personnellement en tant que ministre, ou ce sont les services du ministère? Alors, qui est responsable? Qui est responsable? Madame Schiappa. J'ai pas dit qu'elle était coupable. Parce que je vais faire une petite liste d'infractions pénales, mon cher Eric. Ouais. Parce qu'il y a et vous êtes avocat en plus, alors. Il y en a quand même quelques-unes, comme je vous l'ai dit. Et donc, Madame Schiappa est responsable, c'est la patronne. Bon, donc, va-t-elle pouvoir dire, je suis désolé, tout ce qui a conduit à la commission d'infraction, c'est pas moi qui ai pris les décisions, c'est mon collaborateur, c'est le secrétaire général du fonds, ou je sais plus, enfin bon. Donc ça, je ne sais pas ce qu'elle y a fait concrètement, sur la façon dont la procédure a été menée, le choix de la procédure. En tout cas, publiquement, c'est elle qui est mise en cause, puisqu'en tant que ministre, c'est... Ah non, mais attendez, sur le plan pénal, elle risque quelque chose. Je vais y revenir, même si elle considère qu'elle n'a rien fait. On demandera à la patronne actuelle de la BCE ce qu'elle en pense, Madame Lagarde. Bon, je vais y revenir. Donc, j'insiste, là je suis sur la procédure de code des marchés qui aurait dû avoir lieu. Donc, je me suis dispensé de cette contrainte juridique pour pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire pour pouvoir choisir tranquillement, pour pouvoir donner de l'argent à des gens que j'avais envie d'aider. Une subvention, c'est fait pour aider. C'est pas fait pour commander une prestation. Vous devez aider quelqu'un qui fait du bon boulot pour l'intérêt général. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Que les gens qui ont été choisis, ils ont fait des choses qui n'avaient rien à voir avec rien à voir ou pas grand-chose, ou bien n'ont jamais été faites avec ce qui était dans le cahier des charges et les objectifs tels qu'ils étaient définis. Alors, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je fais une digression, une parenthèse, c'est qu'au-delà de ce qui était demandé dans le cahier des charges, on va dire, l'audience qui devait être atteinte devait être un public âgé de 12 à 25 ans. Et quand on voit les différentes associations ou sites qui ont bénéficié de ces subventions, on peut difficilement imaginer que leur public, est un public âgé de 12 à 25 ans. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, si je devais résumer la question marché public ou subvention, c'est très simple, c'est de dire un marché public est destiné à acheter des prestations, c'était le cas. Une procédure de subvention est destinée à aider quelqu'un qui fait par ailleurs du bon boulot. C'est tout. Bon, donc là, en l'occurrence, personne ne peut nier qu'il y a eu un cahier des charges et qu'on prétend avoir confié des missions à des gens qui ont été attributaires. Mais qui juge qui fait un bon boulot? À qui doit-on rendre des comptes au moment de cette attribution, comme vous le dites? Quand bien même on respecterait scrupuleusement les règles, qui décrète que telle association fait un bon boulot et telle autre pas? Si on avait utilisé la procédure des marchés, ils auraient eu des commandes, ils auraient eu des ordres de service. C'est très formaliste, le code des marchés. Ils auraient eu des ordres de service, et puis l'acheteur public, c'est-à-dire le fonds Marianne, le ministère, aurait dit, donnez-moi vos trucs, donnez-moi vos rendus, donnez-moi vos et on va regarder rapports, tout ça dans les détails. Et on va regarder en détail. Je vous rappelle que c'est notre argent, quand même. Oui. Et si c'est bien, et si vous avez bien fait votre boulot, service fait, allez vous faire payer, monsieur. Bon, c'est pas ça. On leur a donné de l'argent, avec une mission
bizarre, c'est-à-dire que l'adéquation entre le cahier des charges et les gens qui ont été sélectionnés, et je pense en particulier, parce que c'est très important dans cette affaire, en particulier les fameux fact-checkers, les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils sont là tous les 4. Les gardiens de la vérité autoproclamés. Autoproclamés. Donc, je n'ai rien contre à titre personnel contre ces personnages, je constate simplement qu'ils font un travail de militants politiques. Ils font un travail de militants politiques. La vérité n'est telle qu'ils la définissent, telle qu'ils la montrent, les mensonges qu'ils prétendent poursuivre ne sont là, tout ce travail n'est là que pour valider un discours qu'ils soutiennent. Bon, c'est pas les insulter, ils ont le droit. Ils ont le droit d'être des militants du macronisme, ça c'est leur problème. Et on a le droit de les critiquer aussi. Et on a le droit de les critiquer aussi, mais ce qui n'est pas normal, et là il y a 2 choses dans cette affaire, ce qui n'est pas normal, c'est que on les présente comme des gens luttant contre le mensonge, et on en parlera peut-être plus tard à propos des dernières des informations dont on dispose sur le projet de loi qui est en préparation, pardon. Et ensuite, on leur donne des subventions pour qu'ils fassent ce boulot. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, on parle beaucoup des associations qui n'ont pas fait... moi, la première question que je pose, on veut lutter contre le séparatisme. Ah, très bien. Bon. On veut lutter contre la radicalisation. Très bien. Donc, séparatisme, ça veut dire communautarisme. Radicalisation, c'est les musulmans qui basculent dans le djihad. Bon. C'est pas tout à fait le complotisme, parce que beaucoup de ces fact-checkers, leur boulot essentiel, c'est de lutter contre le complotisme. Ils ne parlent jamais, quand vous lisez leur littérature, jamais ou très peu, j'ai été sur leur réseau, sur leur site, j'ai écouté leurs rarement émissions. De lutte contre la radicalité en ligne mais pas et du tout. de séparatisme. Mais pas du tout. Ils parlent du 11 septembre, et ça je comprends, et ils passent leur temps à chasser et à dire ce qu'a dit Monsieur Pain, parce qu'ils y sont tous les 4, c'est quand même formidable. Ouais, ce qu'a dit Monsieur Pain. On rappelle qui est Julien Pain, oui. donc c'est parce que finalement ce monsieur bénéficie d'une notoriété assez importante alors qu'il n'est pas grand-chose, mais finalement c'est pas lui en tant que personne, c'est que c'est le responsable du service de fact-checking de France Info, ce qui est quand même pas rien. Alors non seulement il a touché des subventions avec votre argent, Monsieur Morillo, mais il a touché, et le mien bien sûr, mais il touche également de l'argent du service public. Et c'est lui qui est venu dire, bon, écoutez, si une information n'est pas dans la presse, que la presse n'en parle pas, c'est que c'est une fake news et un mensonge. Pardon, mais voilà. Et ensuite, alors on l'a vu aller dans des librairies, pointer, vous avez tel livre, donc vous êtes d'extrême droite, etc. En policier de la pensée, quoi. Donc je veux dire, des titres de, c'est bon à vendre ou c'est pas bon à vendre. Quoi. Voilà. C'est les nouveaux censeurs, les nouveaux inquisiteurs. Quoi. Qui viennent dans ma bibliothèque, il va voir qu'il y a un peu de tout quand même. On y trouvera Karl Marx, bien évidemment. Mais alors lui précisément, là en l'occurrence, Julien Pain, vous parliez de lui, mais il n'a pas bénéficié directement. Pas directement, c'est-à-dire que il fait des petites émissions avec Thomas Husson, et ils ont la structure qui les réalise, et par conséquent qui les emploie, etc., a touché une subvention. C'est une société, alors c'est une société commerciale, donc a touché une subvention. Alors, je reviens sur le problème posé par les conséquences... Mais et juste là, pardon, pour me faire, ce qui est quand même le comble, le défenseur de ces fact-checkers qui, comme ils le savent, ont bien sûr ma plus grande estime, je dis ça évidemment en toute ironie, jusque-là, présomption d'innocence, rien n'a encore été démontré sur le fait qu'ils n'auraient pas produit le travail demandé en échange de ces subventions, ou est-ce qu'on peut déjà l'affirmer? Alors, moi, je connais pas le dossier, je l'ai pas entre les mains. Donc présomption d'innocence. Mais attendez, même l'aurais-je entre les mains que je dirais présomption d'innocence. On est innocent jusqu'au moment où le juge, avec une décision définitive, vous a condamné. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux à ce principe. Bon, en tout cas, il va y avoir commission d'enquête, il va y avoir beaucoup de choses. On va voir. On va voir justement s'il y aura tout ça. J'ai quelques doutes, moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais esprit. Bon, donc on a soi-disant, théoriquement, confié des missions à des gens. Et ces gens, il apparaît quand même que l'argent a été utilisé de façon curieuse. Il y a cette association créée quelques semaines avant, qui a fait la campagne électorale d'Emmanuel Macron.
a produit des vidéos pour attaquer les concurrents d'Emmanuel Macron. Je pense à Madame Hidalgo, par exemple, qui a saisi le procureur. D'ailleurs, c'est elle qui a porté plainte la première, je crois, ce sujet. La famille concernant le fonds Marianne. De Samuel Paty, qui a eu bien qui a demandé également une enquête. Il y en a eu d'autres. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était le mot inélégance n'est même pas adéquat. C'était justement pour sa défense l'association Conspiracy Watch, donc dirigée par Rudy Reichstadt, qui a bénéficié de 60 000 euros de subventions, qui a indiqué que le nom de Samuel Paty n'était même pas mentionné dans l'appel à, on va dire, à projet concernant le fonds Marianne. C'est inouï de même. Alors, en termes de défense sur un plan, on peut dire moral, c'est quand même. Non, mais on peut même pas considérer que ce soit très fin comme allant. Le sentiment d'impunité de certaines sphères de la décision publique. Ils sont dans une gadoue totale, quoi. Ils se considèrent qu'ils ont tous les droits. Bon, moi, je sais pas ce qu'il a fait. En matière de défense, en tout cas, à ce jour, ils sont pas très très bons quand même. Je vais donner un exemple. C'est que bon. Effectivement, Monsieur Reichstadt dit j'ai fait des fiches, les ai mis à jour les fiches. Ah bon, très bien. Et qui nous les montre. On lui demande sans cesse de nous les produire. Mais il vient dire ah bah oui, je vois bien toute la complosphère est là contre moi, alors qu'en fait je suis le plus légitime des spécialistes. Voyons. Et c'est pour ça qu'on m'a soutenu et c'est pour ça qu'on m'a aidé. Non, Monsieur Reichstadt. On vous a passé une commande, une subvention. C'est fait peur aider, je veux bien, mais vous nous auriez dû avoir une commande. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé la procédure en commettant le délit de favoritisme. Article L432-14 du Code pénal. Voilà, parce que je commence ma litanie des infractions pénales. Donc, il y a eu cette association créée à la fin du 19e siècle pour la préparation militaire, si j'ai bien compris, où on apprend que 2 dirigeants, c'est bénévole, les dirigeants statutaires d'une association, ont été payés, que les autres membres du bureau n'étaient pas au courant, moyennant quoi ils ont lancé des procédures, ils n'étaient même pas au courant, de l'attribution de cette commande, et ils n'étaient pas au courant des fonds qui allaient avec. Donc, et naturellement que les dirigeants bénévoles en avaient profité pour se faire payer. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas où, j'ai pas les dates, j'ai pas les échanges de courriers, il appartiendra à une enquête et une... Mais honnêtement, au-delà même, et on va continuer, bien sûr, c'est passionnant de vous écouter parler, puisque c'est votre matière, donc l'aspect juridique, mais au-delà de tout ça, vous pensez pas que sur un plan même moral, toutes ces associations, on parle notamment justement de Conspiracy Watch qui est dans la bourrasque, pour justement, j'ai envie de dire, éteindre toute polémique, est-ce qu'ils devraient même pas dire, mais ça éteindrait peut-être pas forcément l'action judiciaire, de dire, écoutez, on rend les 60 000 euros, on s'excuse et on n'en parle plus. Non, je suis désolé. Il y a initialement, moi je pense que on a affaire à un scandale, probablement un scandale d'État. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous qualifieriez cette affaire d'affaire d'État ? Ah oui, parce que on a des décideurs publics qui, utilisant la meilleure des raisons, celle de lutter contre ce qui a abouti à la tragédie Samuel Paty. Mais vous vous rendez compte le dévoiement moral de tout ça, et ensuite on a ces gens. Alors tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, j'ai dit que non, c'est comment est-ce qu'il s'appelle, Mendes France et Pain qui ont travaillé avec cette société pour faire des vidéos de fact-checking, c'est comme ça qu'on dit, pour la chaîne parlementaire. Mais vous ne parliez pas de Thomas Huchon, mais je crois que Thomas Huchon... il a eu 70 000 euros de subvention par l'intermédiaire d'une structure avec laquelle il travaille, et naturellement, Rudy Reichstadt, 60 000 euros, si j'ai bien compris. Pour Conspiracy Watch. Pour Conspiracy Watch, si j'ai bien compris, ce que j'ai lu dans la presse. Moi, c'est ma source d'information pour l'instant. Je ne dis pas tous ces gens-là ont commis ceci ou commis cela, je ne pointe personne, je dis simplement ce que tout ça recouvre, les informations dont je dispose et les analysant avec ma compétence juridique, voilà ce qu'il y a probablement là-dedans.
Hein. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, il faut le préciser quand même, c'est que pour que les gens sachent bien de quoi on parle, Tristan Mendès France, Rudi Reichstadt, Julien Pain, toute cette petite équipe travaille, j'ai envie de dire, tous ensemble. C'est pas forcément, même s'il y a beaucoup d'associations qui sont différentes, on les retrouve souvent bien dans des émissions, notamment pour France Info. On les retrouve sur des émissions sur Internet, justement, qui s'appelle, je crois les décodeurs. Enfin, je sais plus trop exactement le nom. Enfin, c'est vraiment, ils sont toujours ensemble, quoi. Oui, mais attendez. Justement, c'est ça que cette affaire recèle de particulièrement scandaleux. Hein. Est-ce que les gens qui ont été choisis étaient des amis de Marlène Schiappa? Je n'en sais rien. Et je dirais Marlène Schiappa vraiment nie toute forme de responsabilité dans cette affaire. Ça, vous y croyez, vous, personnellement? Le pire, je sais que c'est possible. Bon, donc voilà ce que je peux répondre concernant cette personne. Hein. Bon, enfin, écoutez, on va pas être trop méchant. Donc les fameux contrôles de l'utilisation des fonds dont elle parle, pour vous, c'est du vent. Mais il semble qu'ils aient pas été faits, ces contrôles. D'abord, ils n'auraient pas dû être cela, ils auraient dû être beaucoup plus stricts, parce que ça aurait dû être une autre procédure, et j'ai tendance à penser, je répète, parce que j'ai mauvais esprit, parce que je suis méchant, hein, je pense que cette procédure de la subvention a été choisie plutôt que la procédure de marché public, parce que justement, certains, peut-être, je ne sais pas qui, avaient dans l'idée de ne pas contrôler ces prestations, parce qu'elles n'allaient pas être faites. C'est une supposition. Ça peut devenir une conviction quand je réfléchis et que je regarde ce qui est en train de se passer. Alors, donc, le point de départ, moralement, est absolument disqualifiant. C'est infect d'avoir fait une opération comme celle-là quand on voit qui ont été les attributaires. D'où sortait-il cette association gymnique pour la formation militaire, l'association créée pour la circonstance Reconstruire le commun qui a été suspendue juste après, nos fact-checkers dont on se demande ce qu'ils faisaient là, leurs compétences n'avaient rien à voir avec ce qu'était la volonté de création de ce fonds Marianne. Tout ça est quand même pas fameux. Bon. Faut leur demander de rembourser ou pas? Alors, ce que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que, selon vous, ça suffit pas, bien entendu, parce que ça discute pas du tout des responsabilités et des infractions qu'ils auraient éventuellement commises, mais est-ce qu'il faut leur demander de rembourser cet argent qu'ils ont touché? Alors, là, je vais m'autoriser de répondre dans quelques instants à cette question. Comme ça, on pourra mettre les hashtags rends l'argent. Hein. Bon, donc, bien. Je parlais de l'aspect pénal des choses. Le problème, c'est que, si vous voulez, quand François Fillon a été véritablement accroché au printemps 2017 pour avoir employé son épouse, Pénélope, on a eu une procédure fulgurante, très rapidement, emploi fictif de ceci, de cela. On a un peu oublié au passage Bruno Le Maire et son attaché parlementaire, son épouse artiste peintre. Hein, une nouvelle méchanceté, je suis désolé. Hein, bon, toujours est-il que les infractions qui sont là sont des infractions qui sont graves. Le fait de ne pas avoir fait une procédure de marché public, d'avoir utilisé le code des marchés publics, ça s'appelle le délit de favoritisme. Je ne sais pas s'il est établi. Il appartiendra au juge saisi de regarder ce qu'il en a été. Par expérience, compte tenu de ce que j'ai fait, d'abord, j'insiste, il y a l'aspect universitaire, mais il y a l'aspect pratique. Je pense qu'il est tout à fait possible que ce soit établi qu'il y ait délit de favoritisme. Ensuite, donc, on a fait un délit de favoritisme. L'auteur, ce sera le maître d'ouvrage public, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il appartiendra au juge de faire le départ des responsabilités entre Madame Schiappa, c'est ça, le secrétaire général du fonds Marianne, enfin je ne sais plus quelles étaient les responsabilités des uns et des autres, de voir qui a pris les décisions qui constituent aujourd'hui, des faits qui constituent aujourd'hui le délit de favoritisme. Ensuite, il y a ceux qui auront reçu des sommes, c'est-à-dire les subventions, qui auront bénéficié de ce délit de favoritisme, pourront être recherchés, poursuivis et voire condamnés pour recel de délit de favoritisme.
Voilà la première infraction. Et ça, qu'est-ce qu'on encourt? Parce qu'au final, c'est quoi? C'est lourd ou pas? Oui. C'est une infraction qui, en plus, aujourd'hui, si vous voulez, les irrégularités dans les marchés publics, la violation des règles destinées à garantir l'égalité d'accès à la commande publique, sont lourdement sanctionnées. Après, vous avez ce que dit le code, mais vous avez les condamnations que prononcent les magistrats. Le droit, c'est le texte, mais c'est aussi la jurisprudence. Et les juges, aujourd'hui, ne sont pas spécialement indulgents sur ces questions. Ensuite de quoi? Vous avez de l'argent qui a été versé indûment, puisqu'on a utilisé pour les verser une procédure qui n'était pas la bonne. Bien. Et puis ensuite, on n'a pas vérifié que le travail était fait. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent à des gens, soi-disant pour faire un travail, on n'a pas été vérifié s'ils avaient fait le travail, ça porte un nom, en droit ça s'appelle le détournement de fonds publics. Article 432-15 du Code pénal, si vous avez été dépositaire de fonds publics, les ordonnateurs, les fonctionnaires, les élus, et que vous les avez donnés à des gens qui ne les méritaient pas, vous n'avez pas contrôlé leur utilisation, eh bien, vous avez commis le délit de détournement de fonds publics. Et ceux qui les ont touchés, par votre conséquence, seront aussi complices, coupables? Non. Non, j'en ai une autre pour eux, histoire d'agrémenter le palmarès. Mais là, je vais répondre à votre question concernant cette brave Madame Schiappa. L'article 432-16 du Code pénal dit qu'on peut être poursuivi pour détournement de fonds publics par négligence. Quand elle dit « je ne me suis occupé de rien », Madame Schiappa, c'est pas une bonne idée parce que ça va vous emmener direct, si le travail est fait, mais on va en reparler, ça va vous ramener, le travail est fait par la justice, ça va vous amener direct devant la Cour de justice de la République. Alors, vous aurez peut-être la même chose qu'a eu cette brave Madame Lagarde. Ouais. Et puis, rappelez-vous, Madame Lagarde, elle était poursuivie pour ça dans l'affaire Tapie. Et donc, elle a eu une dispense de peine. C'est pas méchant. Mais elle a quand même été poursuivie. Et donc, Madame Schiappa, il va falloir que vous vous expliquiez quand même. Parce que même si vous dites « j'ai rien fait, je m'en suis pas occupé », vous auriez dû. Donc, c'est une infraction. Bon. Les gens qui ont reçu l'argent, ceux qui se sont fait payer alors qu'ils ne devaient pas. Il y a quand même 4 associations qui ont touché près de 1,3 million d'euros, soit plus de la moitié du fonds au total. Alors, si on s'aperçoit que le travail n'a pas été fait, alors ceux qui n'ont pas contrôlé, c'est détournement de fonds publics, mais si ceux qui ont reçu de l'argent et n'ont pas fait le boulot qu'on leur avait demandé, le boulot pour lequel ils avaient déposé des dossiers, ils avaient soumissionné, c'est de l'abus de confiance. On vous donne de l'argent, vous ne faites pas ce pourquoi on vous l'a donné, c'est du détournement, c'est de l'abus de confiance. Donc voilà, on a là une nouvelle infraction qui concerne les personnes privées qui ont été attributaires, c'est l'abus de confiance. Alors, si vous voulez, tout ça, voilà, je vous l'ai dit, c'est le droit qui se saisit de cette réalité, qui se saisit de quelque chose de profondément immoral, qui se saisit de quelque chose de désagréable, cette impression qu'on a voulu aider les amis qui font du fact-checking au profit d'une tendance politique, on a voulu aider d'autres amis qui avaient peut-être des besoins d'argent, ou que sais-je. C'est intéressant ce que vous dites, parce que selon Mediapart, qu'on peut pas soupçonner de complaisance, eh bien, l'association Reconstruire le commun, créée après l'assassinat de Samuel Paty et bénéficiaire du fonds, a diffusé des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. Est-ce que vous pensez qu'elle est agi en service commandé, par exemple? Ça pourrait être une possibilité, selon vous? Vous parlez de Marlène Schiappa? Non, je parle en l'occurrence ici d'une association qui a bénéficié de fonds. Est-ce que vous pensez que cet argent a pu être employé justement pour disqualifier des opposants politiques? Et est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur d'ailleurs la validité de l'élection présidentielle, notamment, allant jusque-là? On a l'impression que c'est ça. Parce que Monsieur Gradel, que je qualifie de secrétaire général, je ne sais plus exactement de quel organisme, peu importe, quel haut fonctionnaire qui a suivi, il a saisi le procureur, lui, en même temps que tout le monde, là, que Madame Hidalgo. Tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème quand même. C'était essentiellement pour cette association. Boulot pas fait, ou bien des choses ont été faites, alors, pardon, avec des nombres de vues sur YouTube parfaitement ridicules, et puis des actes directement politiques. Alors, là, vous me donnez l'occasion de remettre un peu de pénal, comme s'il n'y en avait pas assez.
c'était pendant la campagne électorale, ce sont ce qu'on appelle des dons interdits. Politiquement, il est interdit aux personnes morales, depuis 1995, associations, sociétés, etc., de financer une quelconque activité politique. Interdit. Les particuliers peuvent jusqu'à une certaine hauteur. 7 500 €. Voilà, 7 500 € et tout. Bon, donc, dons interdits pendant à une organisation politique. Parce que les vidéos ont continué après l'élection présidentielle, jusqu'aux législatives. Bien. Ensuite, vous avez contribution interdite à une campagne électorale. C'est-à-dire que le montant de la subvention, ce serait amusant, aurait dû être réintégré au compte de campagne d'Emmanuel Macron, le rendant inacceptable et devant par conséquent être rejeté. Là, je vais un petit peu loin, mais vous avez dons interdits à partis politiques, financement interdit de campagne électorale. Dans les deux cas, ce sont des infractions pénales aussi. Hein, donc là, on a vraiment un florilège qui commence à s'accumuler. Alors, là-dessus, il va falloir que tout ce petit monde s'explique. Et pas par de simples petits communiqués, j'étais pas là, je vais faire des procédures en diffamation si qui que ce soit me met en cause. Hein, un des dirigeants de l'association là qui a été payé l'a fait, Madame Schiappa l'a fait. Toujours ces menaces de procédures de diffamation, ben, je vais faire comme dans le film, bonne chance, hein, amusez-vous bien, hein, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Hein, et ces défenses sont véritablement, elles sont inacceptables au plan technique, ça c'est ce que je me permets de dire, mais elles sont inacceptables au plan moral. Et d'ailleurs, les premiers à réagir, ça a été la famille de Samuel Paty. Eh oui, on a trop tendance à l'oublier, ça. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? On utilise le nom de Samuel Paty pour financer l'officine de M. Reichstadt. Pardon ? Mais attendez, et qui le revendique, qui dit, comme je suis le meilleur, c'est normal qu'on m'aide, c'est normal qu'on me soutienne. Non. Vous êtes le meilleur, qu'est-ce que Samuel Paty vient faire là ? Hein, donc vous n'êtes pas connu pour lutter contre le djihadisme, pour être dans le... Enfin, lui qui est tellement précis, évidemment, il s'empresse de dire justement, pour justement vous contredire et pour sa défense, que le nom de Samuel Paty n'était pas dans l'appel justement à dépôt de dossier, justement. Mais évidemment, tout le monde savait que ce fonds Marianne était là, évidemment, pour bien faire suite à cet assassinat épouvantable de Samuel Paty. Donc c'est absolument incroyable d'adopter cette défense. Monsieur Reichstadt, vous ne saviez pas que c'était pour Samuel Paty. Monsieur Pain ne savait pas non plus. Monsieur Mendes-France ne savait pas non plus. Monsieur Huchon ne savait pas non plus. Ça fait quand même un peu beaucoup. Ce serait bien de ne pas se moquer de nous comme ça. Ce serait mieux. Bah oui, en plus ils sont fact-checkers, donc c'est quand même un peu dommage qu'ils ne fassent pas des croisements quand même. Moi, jusqu'à présent, jusqu'à ce que cette affaire éclate et que je me penche dessus, moi, le petit groupe des fact-checkers, je voyais qu'il y avait ça polémiqué sur les réseaux et tout, je m'en suis pas mêlé. Je m'en suis pas mêlé parce que ça m'intéressait pas trop, puis parce que c'est vrai que dans ce qu'on appelle, entre guillemets, je déteste ce mot, hein, la complosphère, il y a des gens qui ont un peu vrillé au moment du Covid, il y a un peu de tout là-dedans, hein, et donc je voulais pas, parce que c'est tout le problème, vous comprenez, restons sur ce pauvre Reichstadt, c'est sa fête, hein, quand il fait un travail sur le 11 septembre, je considère qu'il a raison. Ça, c'est mon opinion. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le problème, c'est qu'il utilise cette légitimité pour ensuite venir faire un combat directement politique contre les adversaires de son camp. Hein, ce garçon est comment dire, manifestement profondément atlantiste, voilà, occidentaliste aussi. Donc bon, voilà. Mais attendez, c'est pas déshonorant. C'est son droit le plus strict d'avoir ces opinions-là. Hein. Le problème, c'est qu'on dévoie un combat pour le mettre au service de sa cause subjective, de sa cause politique. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que il y avait des procédures qui étaient envisagées, etc. Bon. Il y a d'abord une commission d'enquête parlementaire, mais qui finalement cacherait derrière cette apparente volonté de découvrir ce qui s'est passé. Eh bien, c'est Charles Prats, qui est un magistrat qu'on peut évidemment pas suspecter non plus de pas connaître son sujet, qui finalement nous dit que derrière cette apparente volonté de savoir ce qui serait passé, eh ben ce serait peut-être pas aussi clair
Pourquoi ? Alors, Charles Prats, il a un devoir de réserve. D'ailleurs, on vient de le taper sur les doigts parce que, de façon avec une certaine mauvaise foi d'ailleurs, mais enfin bon. Mais moi, j'ai pas ce devoir de réserve. Hein, je suis très tranquille pour ça. Bon. Donc vous allez peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi. Oh oui. Moi, je considère que depuis qu'il a été créé, le parquet national financier, créé par François Hollande, avec une compétence nationale, a été créé par François Hollande pour protéger ses amis et lutter contre ses adversaires. Je prends mes responsabilités, j'écris vous parliez dans mon bouquin. Vos propos n'engagent que vous, hein. Mais bien sûr, mais moi je me suis engagé dans un livre de 600 pages où j'explique un certain nombre de choses avec des exemples, etc. Bien sûr, il n'engage que moi. Hein. Je veux embarquer personne dans cette aventure particulière, mais ce parquet national financier, on l'a vu à de multiples reprises, hein, il a une faculté à bloquer ou à s'asseoir sur un certain nombre de dossiers, à ne pas bouger, hein, et comme par hasard, quand il déclenche les hostilités, ce sont contre des adversaires, quand il les déclenche fortement, des adversaires politiques d'Emmanuel Macron. Alors, si vous voulez, le problème, je vais juste, prendre un petit exemple. Vous vous rappelez, en pleine campagne des présidentielles, le scandale McKinsey. Vous avez une commission parlementaire sénatoriale qui dit, mais attendez, il y a ça. Il y a des commandes qui ont été passées, payées, il n'y a jamais eu de travail et tout. Hein, et donc, ça commence à hurler. On dit, que fait le PNF ? Le PNF ne bouge pas. Il a fallu attendre 15 jours. Et une pétition de magistrats dans Marianne l'ont signé, les pauvres, hein, disant, c'est scandaleux. Ils ont fini, non pas par déclencher des procédures, mais par s'accrocher à une procédure de Bercy en matière fiscale. Hein, et ils se sont mis en route en traînant des pieds. Là, quand j'ai vu que le parquet était saisi par les gens dont on a parlé. Moi, c'est plutôt une bonne chose, a priori. Moi, je vois ça. Saisir le parquet. Bah oui, moi je me dis de l'extérieur. Demandez donc si c'est. Sauf que paradoxalement, ça entraîne une conséquence qu'on ne devinait pas. Alors non, mais bon, moi je m'y attendais, mais vous savez, saisir le parquet, C'est-à-dire que c'est interdit de poser des questions en commission d'enquête, c'est ça, hein, si je résume pour le novice que je suis. Exactement. Le problème, c'est tellement grossier. Bon, le parquet de Paris, PNF ou pas. On s'est tous réjouis quand il y a eu l'ouverture Ils ont été saisis par Olivier Marleix. Après Alstom, il a fait une lettre en disant, mais attendez, il y a de la corruption ci, là, machin, je rentre pas dans le détail. Hein. Il s'est jamais rien passé, ça date de 2016, si vous voulez. Hein. Et donc, il a réinterpellé les procureurs, ça n'a pas bougé. Bon, là, quand j'ai vu que les choses se passaient de cette façon, avec les signalements au parquet, je me suis dit, hein, il est urgent d'attendre. Ils vont pas faire grand-chose. Ah oui, mais il faut le faire. Mais paradoxalement, ça oui, mais alors, attendez, déplume ce qui pourrait se dire dans cette commission d'enquête. Il s'est rien passé, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Hein, et puis, on n'entend pas. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une enquête préliminaire qui est sous la responsabilité du parquet. Or, non. Le Sénat, mission d'information. On va faire une commission d'enquête. Je pensais que le parquet allait attendre. Il est urgent d'attendre. Je pensais que on allait laisser le soufflet retomber. Il y a eu un communiqué de Madame Borne, il y a eu 2-3 petites choses comme ça. Hein, et puis, on espérait parler d'autre chose. Puis ça a quand même bougé un peu. Et puis, hop, le Sénat s'y est mis, mission d'information, et on va faire une commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est a des prérogatives. C'est quoi les pouvoirs de cette commission d'enquête ? Ils sont très importants. C'est-à-dire vous pouvez convoquer des témoins et ils doivent venir. Donc tout le monde va être convoqué là, S'ils viennent pas, hop, on leur envoie la gendarmerie. Ensuite, vous avez serment. Et si vous mentez, alors c'est moins sévère qu'aux États-Unis, le parjure, hein, mais si vous mentez, hop, vous pouvez vous retrouver en correctionnel pour faux témoignage. Bien. Donc, le problème, c'est que ils se sont dit, ok, il se passe pas grand-chose, donc on va faire cette commission d'enquête et on va demander. Et là, tout d'un coup, le parquet national financier se réveille. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit pas, je fais une enquête préliminaire, je poursuis une enquête préliminaire que j'avais commencée, mais je n'en avais pas encore parlé. Non, il dit, j'ai ouvert une information judiciaire. C'est-à-dire qu'il a demandé la désignation d'un juge d'instruction. Il a l'initiative, vous voyez donc ce que je veux dire. Donc c'est plutôt bien, ça.
Ah bon, on peut voir les choses comme ça. Pas nécessaire. Ça, j'attends de voir qui a été nommé. Vous voyez, c'est bizarre. J'ai toujours mauvais esprit. Hein. Mais en tout cas, c'est une conséquence sur cette commission d'enquête au Sénat, c'est ça? Et quelle est-elle cette conséquence? Je veux dire, vous me demandez là-dessus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien que on ouvre une information judiciaire maintenant? Je pense que ça n'est pas bien pour cette raison-là. Pour cette raison-là, parce que ça va entraver le déroulement... Le travail de la commission d'enquête. Oui, parce qu'ils vont poser des questions et ils vont faire comme Benalla. Je peux pas répondre. Information judiciaire, procédure judiciaire au fond. Et là... le temps que l'instruction se fasse, le temps qu'un jour, peut-être, ce soit envoyé devant le tribunal correctionnel, qu'il y ait une condamnation et qu'il y ait appel. Les poules en dés. Bon courage en 2031, 2032 ou 2033. C'est ça l'opération. Elle est vraiment... Moi, vous me demandez mon avis. Est-ce que vous pensez que l'ouverture de l'information judiciaire décidée par le parquet national financier est une initiative visant à je veux dire, stériliser la... Elle est ouverte, on le rappelle, pour, je cite, détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. C'est quand même pas rien. Alors, je vous ai parlé de détournement par négligence, hein, pour Madame Schiappa. Oui, je termine. Vous me demandez si l'initiative du parquet est une initiative judiciaire normale, ou bien est-ce qu'elle obéit à des arrière-pensées visant à entraver le travail de la commission? Je penche pour la deuxième hypothèse. Je penche. Attendez, je suis pas en train de dire ceci, cela. Moi, j'ai quand même... Donc c'est votre opinion, c'est ça? C'est mon opinion, tout à fait, c'est mon opinion. En général, mes opinions, je les écris, j'écris des livres. Hein, qui sont partagés par pas mal de vos confrères. Hein, je documente, et alors j'ai quand même constaté une chose. Alors là, je veux provoquer personne, mais on vient pas me dire, mais attendez, vous avez tort, Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai débat contradictoire et qu'on me contredise, qu'on dise non, quand vous dites ça, c'est pas vrai. Regardez, il y a ça dans le dossier, comme le dossier, moi je le vois pas, je l'ai pas vu. Donc je fais mon analyse, hein, et je pars de mon expérience. Vous savez, le privilège de l'âge, c'est quelque chose qui existe, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. J'ai 50 ans de barreau, moi. J'en ai vu beaucoup. Donc, là-dessus, c'est le fruit, d'abord, de mes connaissances et de mes spécialités, puis c'est aussi le fruit de mon expérience. Donc, aujourd'hui, je pense que la démarche qui a été entreprise par le parquet national financier visait le travail que voulait faire la commission sénatoriale. Alors, est-ce qu'on aura une bonne surprise? Est-ce qu'on va avoir un juge d'instruction ou plusieurs juges d'instruction, vous savez que ça se fait, hein, et qui vont là être diligents? Allez, soyons fous. Aussi rapide que pour François Fillon. J'y crois pas trop. Hein. Vous vous rappelez que François Fillon, c'est la procédure la plus fulgurante de l'histoire de la justice française en 200 ans. Hein. Ah oui, ça, j'ai jamais vu ça. 47 jours, hein, avant de mise en examen, hein, et bon, enfin, je ne vais pas y revenir. Mais donc, peut-être qu'on va peut-être avoir une bonne surprise. Peut-être qu'on va avoir des mises en examen. Oui, des mises en examen, des perquisitions. Il faut qu'il y en ait, naturellement. Voilà, ils ont le temps de tout nettoyer d'ici là. Oui, mais vous savez, ils sont forts, hein, les experts judiciaires. Hein. Toutes les couches et tout. On m'a expliqué ça, ils retrouvent tout. Enfin bon, je sais pas, on verra. Hein. Simplement, bon, cette affaire, elle a un côté tellement déplaisant parce qu'elle raconte deux choses. Elle raconte le cynisme, hein, utiliser l'affaire Paty pour ça, et deuxièmement, le sentiment d'impunité, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait levé le doigt un an après, quand même, hein, il se serait rien passé. Et si la commission parlementaire, enfin le Sénat n'avait pas décidé la création d'une commission parlementaire, sur le plan judiciaire, ça dormirait paisiblement. Bon, on va voir ce que ça va donner. Pour vous, c'est une affaire de nature à potentiellement faire tomber un ministre, ça on en parle beaucoup ces derniers jours, mais peut-être même le gouvernement ou pas à ce point-là? Non, vous savez, ils en ont vu tellement. Quand regardez Monsieur Dussopt, il est... Qu'est-ce que ça dit quand même de la lutte contre, j'ai envie de dire, le terrorisme en France, hein, parce que ça participe de cette lutte-là aussi, hein, finalement, hein, lutter contre la radicalité en ligne, le séparatisme. Je sais pas trop. Parce que là, on a vraiment l'utilisation
d'une réalité, l'utilisation d'une tragédie pour toute autre chose. C'est ça. Vous trouvez que, allons-y, mettons les pieds dans le plat, vous trouvez que Marlène Schiappa aurait dû démissionner selon vous? Évidemment. Mais plus personne ne démissionne ici. Plus personne ne démissionne. Donc, comment vous expliquez qu'elle s'accroche à son poste? Parce qu'elle a été soutenue, parce que ils sont tous... Enfin, regardez, on a eu de le voir. Bayrou, il est encore à parader, là, il est poursuivi pour les emplois fictifs du... Oui, il a défendu son ami Falco, là, en disant que finalement, bon... Non, mais je veux dire, tout ça, c'est... il y a une forme de corrosion du bloc élitaire qui est considérable, avec un vrai sentiment d'impunité. Monsieur Colère, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais... Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée, il y a des choses très, très ennuyeuses. Le parquet national financier, il y avait effectivement une enquête préliminaire qui avait été lancée concernant ses liens avec un armateur italien qui voulait racheter un armateur, une société française, et donc c'était quand même éminemment... Vous savez qu'il y a un certain, je crois que c'est un certain Dupond-Moretti, je crois qu'il est ministre de la Justice, qui a dit qu'il n'était pas au fait de cette affaire Marianne, qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas de quoi il s'agit. Merci, Monsieur Morillo, de me le rappeler, j'allais oublier. C'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Dupond-Moretti, il est garde des Sceaux. Il y a une personne au cabinet qui est chargée des affaires réservées, c'est-à-dire, et c'est normal, qui peuvent impliquer des membres du gouvernement, des parlementaires, c'est normal, il y a un suivi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à propos des écoutes de Sarkozy, quand Christiane Taubira était venue faire une conférence de presse en brandissant des textes, et puis les journalistes du Monde avaient fait des photos, puis ils avaient agrandi. Bon, mais attendez, il sait tout, Monsieur Dupond-Moretti, et il vient dire, je connais pas cette affaire. Mais enfin, c'est extraordinaire. Vous voulez peut-être dire, je savais pas le détail de cette affaire. Il avait une chose à dire. Il a dit, écoutez, il y a une procédure judiciaire, je n'entends pas en parler. C'est couvert par le secret de l'enquête. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et il y aura bientôt secret de l'instruction, donc je ne peux pas en parler. Et je ne veux pas en parler. C'était imparable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, il dit, je suis pas au courant. Parce que il dit, je suis pas au courant. Donc, je me moque des auditeurs. Et en même temps, j'envoie un petit message à Madame Schiappa. Quand tu vas avoir des ennuis, tu te débrouilles. Parce que ça dit ça aussi. Hein. Plus largement, comment est-ce qu'on pourrait faire, parce que finalement vous êtes avocat, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir de nouveaux scandales de ce type? Est-ce que vous avez, vous dénoncez évidemment ces potentielles dérives, mais vous qui avez été au fait et témoin de toutes ces affaires depuis autant d'années, finalement aucun enseignement n'en est tiré, très peu de condamnations ont lieu au final, sans parler du temps qui permet l'oubli. Rien ne change. Il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a eu les années 80, les années de folie, de l'argent fou. C'est-à-dire que la corruption de la décision publique était l'outil de financement des partis politiques. Il y a eu la loi de 90, qui était une bonne loi sur le financement public. Est-ce qu'il y a un système généralisé de corruption et de détournement de fonds publics? Voilà la question que je vous pose. Aujourd'hui, mon opinion, parce que ça s'était amélioré. Et là, ça s'est de nouveau dégradé. Je pense que la haute fonction publique française est une des plus corrompues d'Europe. Ça vous va? Bon. Je suis désolé. Le pantouflage, les accords des uns et des autres. Regardez l'histoire McKinsey, c'est invraisemblable. Vous avez McKinsey qui envoie des gars faire la campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez eu un témoignage récent d'une des personnes qui dit ça aurait dû être porté au compte de campagne. On aurait dû le valoriser. On aurait dû être payé pour faire ça. Moyennant quoi, ils ont financé illégalement un compte de campagne. Demandez à Sarkozy les conséquences du rejet du compte de campagne. D'accord? On fait un sarcoton derrière. Eh bien. Oui, vous qui êtes un homme de gauche, puisque vous l'avez souvent dit, justement, là, vous en arrivez quand même à prendre presque la défense un peu de Sarkozy. Vous considérez qu'il a eu un traitement par la justice totalement. Il a eu un traitement particulier. Oui, il y a eu une vendetta de la part des magistrats. Et les magistrats ont favorisé l'élection de François Hollande et ensuite ont instrumenté pour l'élection d'Emmanuel Macron, qui devait être élu en 2017. J'aurais jamais voté pour lui, soyons clairs. C'est François Fillon.
On l'a liquidé judiciairement. Bon, donc dans une procédure, comme je vous le dis, je n'ai jamais vu une pareille célérité. Bon, le problème aujourd'hui, c'est qui a choisi Emmanuel Macron? C'est la haute fonction publique d'État. C'est M. Jouyet, c'est Attali, c'est Bercy, c'est toute cette mouvance. Et aujourd'hui, qui est pantoufle qui est à la Caisse des dépôts, Emmanuel Todd avait raison, avait dit, mais la haute autorité pour la transparence, c'est les hauts fonctionnaires qui devraient être pointés et dont on devrait savoir comment ça se passe. D'ailleurs, ils ont leur représentant à l'Élysée, qui est Emmanuel Macron. Donc, le problème, je pense que je vais aller loin, mais c'est un changement de régime. C'est un changement de régime. Donc voilà, aujourd'hui on a une magistrature qui est qui est devenue une espèce de corps autonome politique et qui soutient le bloc au pouvoir. Je pense dans le temps avant. Depuis Napoléon, la justice était une courroie de transmission soumise à l'exécutif. Elle s'est émancipée, mais elle est aujourd'hui une force politique, et elle a décidé de... Enfin, attendez, c'est pas un complot, sinon je vais me faire reprendre par Rudi Reichstadt. C'est pas un grand ordonnateur, mais je connais les hauts magistrats de la Cour de cassation, les magistrats des cours d'appel, etc. Je parle bien du judiciaire. Je sais qui ils sont, je sais quelle est leur culture, quelle est leur sociologie. Faut voir comment est-ce qu'on devient magistrat en France. On est bac plus 5, bac plus 4, on passe un concours qui n'est pas le plus difficile de la République, on passe 3 ans à Bordeaux, on ne voit que des gens comme vous, c'est endogamique, et à 25 ans, 26 ans, on sort avec un permis de juger. On ne se voit qu'entre magistrats, je vais dire, c'est une espèce de corporation. C'est pas illogique, c'est pas illogique. Les journalistes, c'est un peu pareil, vous voyez, la sociologie des journalistes. D'ailleurs, mais ils ont... il y a quelques vilains petits canards, donc je fais partie. Absolument. Mais les magistrats, oui, ils sont abonnés à Télérama, ils lisent Libération, et voilà, et ils sont macronistes. Enfin, ça, c'est l'opinion de Régis de Castelnau, du vieux bolchevique. Et donc, si vous me demandez comment assainir le fonctionnement de la République française, je pense que c'est un vrai changement de régime qu'il faudrait. Oui, alors j'ai pas dit sixième République et tout, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses, mais une remise à plat des modes de gouvernance, une épuration de la haute fonction publique, une suppression de l'ENA, etc. Enfin, je veux dire, c'est un énorme chantier et on n'en prend pas le chemin. Vous parliez de transparence il y a quelques instants. La transparence, est-ce qu'elle est vraiment la solution à tous nos problèmes? Non, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, parce que là, aujourd'hui... Est-ce que finalement, une transparence excessive, ça ne présenterait pas, paradoxalement, quelques risques? Bien sûr que si. Voilà. Et puis ça permet toutes les diversions, en plus. Si vous voulez, on va venir... Regardez, c'est étonnant. Moi, je pense que d'ici quelque temps, face à la crise majeure, la crise sociale majeure liée à la réforme des retraites, on pourra faire le pointage des opérations de diversion. L'affaire Schiappa n'en est pas une. Voilà, pour revenir à notre sujet, est-ce qu'il faut revoir toutes les conditions d'attribution des subventions aux associations? Je pense qu'il faut le faire de façon démocratique. C'est-à-dire que il faut que ce soit là transparent, c'est-à-dire que y ait débat. Et regardez, dès que une collectivité locale supprime des subventions qui sont considérées par le domaine de la culture essentiellement comme un dû, c'est campagne de presse, hurlements, etc. Non, il faut démocratiser, c'est-à-dire que les procédures soient transparentes, qu'il y ait débat démocratique pour savoir qui doit avoir quoi, etc. Et puis aussi, il faut peut-être redéfinir qu'est-ce qui relève de l'initiative privée associative, qui est une très bonne chose, de tissu social, et qu'est-ce qui relève de l'initiative de l'État, parce qu'il y a ça aussi. On se débarrasse des missions importantes, tout ce qui concerne l'État-providence, les fonctions régaliennes aussi, qui sont justice, sécurité, alors bon, il y a l'armée bien sûr, mais ça c'est autre chose. Et donc qui sont elles aussi abaissées. Regardez sur ce qui concerne la lutte contre la délinquance.
On s'en remet dans les quartiers, aux associations, on s'en remet à tout un tas de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez que quand il y avait eu une intervention policière avec une blessure d'un jeune que Hollande avait été voir à l'hôpital. Ah oui. Je me rappelle plus du nom. Hein, bon, ça n'a jamais eu de suite judiciaire, bien sûr, mais parce que je pense que c'était un accident. Enfin bon, d'après ce que j'avais cru comprendre. Mais on s'est aperçu que toute la famille était dans un système. Théo, l'affaire Théo. Voilà. Toute la famille était dans un système de détournement de subventions. Alors, je connais pas le détail, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Rien n'avance, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est aussi le moyen, un petit peu, d'éviter les troubles. C'est comme l'affaire Traoré. Il y a tous les moyens, d'Adama Traoré, il y a tous les moyens dans le dossier de rendre des ordonnances de non-lieu. J'ai eu accès à quelques éléments, sans violation du secret de l'instruction. Eh bien, bon, mais on le fait pas pour des raisons politiques, parce qu'on veut pas provoquer. On veut pas que Monsieur Laganerie vienne sur toutes les chaînes du service public nous dire que c'est épouvantable. Quel regard vous portez, Régis de Castelnau, sur justement l'action des députés, notamment, je pense aux députés France Insoumise depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez pas quand même que parfois ils discréditent un peu la fonction de parlementaire par leur coup d'éclat et leur comportement. Puis je vous demanderai aussi votre avis sur les députés RN. Vous aviez d'ailleurs, ce qui est important, annoncé votre vote pour Marine Le Pen en 2022. J'aimerais bien que vous nous rappeliez aussi les raisons de ce vote, vous l'homme de gauche. Alors d'abord sur les députés NUPES, est-ce qu'il y a du bon, du moins bon, ou tout est critiqué? Moi j'en reste à la campagne Mélenchon 2017, campagne populiste de gauche. Virage début 2018, et il passe au gauchisme culturel, au wokisme, à l'islamo-gauchiste, pas les bons termes peut-être, mais on voit la mouvance. Et là, on a une espèce de surenchère, on a une espèce de discours où le social est présent de façon artificielle, c'est-à-dire qu'on le plaque sur un comportement qui relève d'autre chose, intersectionnalité, toutes les coqs-cigrues de l'époque, et on le fait en plus avec effectivement une dévalorisation de la fonction, une dévalorisation du symbole de la représentation nationale. Moi, écoutez, j'ai été membre du Parti communiste, le vrai. Pas celui-là. Celui-là, il m'a quitté. On me demande, vous avez quitté le Parti communiste? Non, c'est lui qui m'a quitté. Donc, je peux vous dire que le Parti socialiste a beaucoup quitté les socialistes. Oui aussi. Bon, mais ça c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Bon, toujours est-il que moi je me rappelle. Et encore à une période relativement récente, il y avait, je veux dire, c'était exclu de venir se comporter comme ça, de venir à une cérémonie de monument aux morts avec des jeans troués, etc. Enfin, je veux dire, et puis de se comporter comme ça à l'Assemblée nationale, de faire un espèce d'avoir transformé l'hémicycle en ZAD. Non, il y avait une dignité, et la dignité ouvrière, c'était ça, parce que à l'époque, il y avait des ouvriers, c'est-à-dire sur les 80 députés communistes, il y en avait 70 qui étaient ouvriers. Donc, ils étaient présents, grâce à ce parti, dans l'hémicycle. Et là, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est des étudiants, j'ai rien contre les étudiants, mais il y a un côté... D'ailleurs, alors, petite parenthèse, quelle a été votre opinion? Vous parlez d'étudiants, il l'est plus vraiment, mais votre opinion suite à la polémique qui a suivi l'accrochage entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. Vous aviez suivi cette polémique? Non, mais elle dit peut-être pas mal de choses, cette polémique. Donc on le rappelle, donc Louis Boyard s'était écharpé avec Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Vous aviez pensé que c'était une image désastreuse pour... Totalement désastreuse. Pour l'un comme pour l'autre. Alors je dirais que Hanouna a ceci pour lui, que c'est un garçon... qui prend les choses par le bas, incontestablement. Ça, il passe par en bas sur tous les sujets. Il a parfois des opinions qui sont pas inintéressantes, mais il prend les choses par le bas, et ça, je suis désolé, je n'aime pas ça. Mais il donne la parole à tout le monde. Et faut lui reconnaître ça. C'est ce que j'allais dire. Il est populaire parce que justement,
Il donne la parole à tout le monde. Il montre quand il débat, etc. Je regarde pas, hein, soyons clairs, et je méprise pas, mais ça m'intéresse pas. Mais je constate qu'il est y compris capable de montrer ses failles. Bon, quant à Monsieur Boyard, qui est arrivé là un peu par hasard, qui a commencé par dire qu'il avait été dealer de drogue parce qu'il fallait bien qu'il paye ses études. Écoutez, moi, mes études, je les ai payées. J'ai pas dealé. Hein, j'ai travaillé, j'étais salarié, hein, et je me suis pas permis de dealer. Ça c'est fou d'ailleurs, quand même, ça on l'a pas assez dit quand même, qu'un député de la République ait pu dire ça, c'est quand même incroyable. Enfin, je vous rappelle que très récemment, vous avez l'ancien suppléant de Thierry Solaire, dont je me rappelle plus le nom, qui est des parlementaires, qui a été convaincu de consommation de cocaïne, d'en avoir, paraît-il, montré sinon proposé à son fils, qui a eu un signalement au parquet, que le parquet a classé sans suite. Vous me faites un doigt. Hein. Non, oui, au parquet qui a classé sans suite, après que ce parlementaire, Renaissance, ait été informé par la chancellerie, et c'est lui qui l'a dit, hein, par la chancellerie, qui avait une enquête sur lui, qu'il fallait qu'il se tienne à carreau. C'est-à-dire qu'on avait... C'est un délit, hein, le fait de consommer de la cocaïne. C'était une psychologue qui avait rencontré le garçon, l'enfant, hein, et qui avait signalé au procureur, et on a une infraction liée à la violation du secret de l'enquête par la chancellerie. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il est toujours assis sur le banc à l'Assemblée nationale, ce parlementaire. Alors vous me direz, il a succédé à Thierry Solaire, qui a 13 mises en examen et qui est dans un bureau à l'Élysée comme conseiller de M. Macron. Le bras d'honneur, enfin plutôt les bras d'honneur qu'il a même revendiqué de notre ministre de la Justice, Dupond-Moretti à l'Assemblée, vous en avez pensé quoi? Alors, je n'ai pas pu être surpris. Je sais qui il est. Vous l'avez côtoyé, vous, en tant Moi non, je ne l'ai pas côtoyé directement. Je connais beaucoup de gens, on avait des amis communs, mais Parce que finalement, vous auriez pu, vous êtes quand même grande gueule, il l'est aussi, plutôt de sensibilité de gauche. J'allais presque... Vous pourriez répéter ce que vous venez de dire? Plutôt sensibilité de... Gauche, non? Qui? Dupond-Moretti, non? Enfin, voyons. C'est pas, je ne sais pas si c'est la gauche, ça, mais non. C'est pas la vôtre, en tout cas. Ou là, non. Bon, non, je connais des gens qui l'ont pratiqué, des gens très proches de moi qui l'ont pratiqué et qui sont extrêmement critiques concernant le personnage. Je pense que c'est une construction médiatique qui a été faite du fait de relations privilégiées avec la presse, avec un certain nombre de journalistes, mais qui est enivré de sa propre personne. Et d'ailleurs, il plaidait plus tellement qu'il était sur les estrades, au théâtre, etc., etc. Enfin, on l'appelait quand même Acquittator, hein. C'était celui qui faisait acquitter tout le monde, soi-disant. Ça a été un peu... C'est une blague. C'est une construction de la société du spectacle. C'est un représentant de la société du spectacle et c'est pour ça qu'il a été choisi par Emmanuel Macron. Ses compétences professionnelle n'était pas mauvaise, je ne veux pas dire du mal des confrères, c'est pas ça, hein, j'ai pas été oui, c'est un pénaliste reconnu quand même. Enfin... C'est un pénaliste reconnu, mais l'histoire d'Acquittator, c'est une construction médiatique de la société du spectacle. Ensuite, c'est quelqu'un qui s'est complètement épanoui dans ce monde du spectacle. Il sait occuper l'espace, il est intimidant. D'ailleurs, il jouait de ça, paraît-il, devant les tribunaux. Il paraît que quand même, sa prestance, son charisme faisait en sorte que peut-être que ça intimidé. Mais attendez, c'est pas un mauvais avocat. C'est pas un mauvais avocat. Je pense que c'est un mauvais garde des Sceaux, mais c'est autre chose. Ça, c'est un autre métier. Bon, en tout cas, sur l'affaire des bras d'honneur, suite à ça, vous pensez là aussi, comme je vous le demandais pour Marlène Schiappa tout à l'heure, il aurait dû démissionner? Marine Le Pen appelait à sa démission? Il aurait jamais dû être ministre. C'est déjà une façon de répondre. Je pensais qu'après la réélection d'Emmanuel Macron, il resterait pas, mais il reste. Ce qui était assez étonnant par rapport aux avocats, c'est qu'effectivement, il avait la fibre avocat, c'est incontestable, c'est un combattant, un peu une grande gueule comme on dit, avec de l'abattage sûrement, des traits de caractère, des traits de comportement, bon, que personnellement j'appréciais pas, que d'autres n'appréciaient pas, qui ont eu l'occasion de travailler avec lui, mais ça c'est pas très intéressant. Hein. Après, c'est l'image médiatique qui existe et qui a été utilisée, après qu'il ait dit qu'il serait jamais garde des Sceaux, qui a été utilisée par Emmanuel Macron. Bon, il a fait son tour de piste, le fait qu'on l'ait maintenu, moi,
pour moi, n'est que la démonstration que les ministres n'ont aucun pouvoir, ce qui amène Madame Borne à dire que la moitié de son gouvernement c'est une bande de débiles. Je ne sais pas si le garde des Sceaux y figure, je pense pas, parce que c'est pas ce qu'on pourrait retenir comme qualificatif, mais non, je pense que voilà, il est là pour entériner les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron, et malheureusement, ce que je constate, c'est que la plupart des mesures qui sont prises, la plupart des réformes qui sont mises en œuvre ne vont pas vers le renforcement des droits de la défense. Alors, je suis sûr qu'il pousserait des cris si j'étais amené à dire ça en face de lui ou si quelqu'un d'autre le disait. Mais non, je pense que c'était peut-être un bon avocat, c'est un mauvais garde des Sceaux. Alors justement, ça nous amène à parler un petit peu de l'actualité, autre que celle dont on parlait. Je le disais, vous aviez annoncé votre vote en 2022 pour Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler les raisons de ce vote, vous, l'homme de gauche? Ça a dû en surprendre quelques-uns quand même. Oui, je m'en suis expliqué, j'ai écrit un article là-dessus. C'est que aujourd'hui, le vote RN est un vote de classe. Bon. Ça veut pas dire que... On avait parlé à un moment donné, de gaucho-lepénisme, c'est ça? Oui, peut-être. C'est pas très grave. Simplement, je ne voulais pas marcher dans la combine qui consistait à dire je lutte contre le fascisme, c'est une blague. Je suis de l'avis de Lionel Jospin qui disait que c'était du théâtre pour Jean-Marie. Que c'était du théâtre. Jean-Marie Le Pen, pardon. Donc non, et pour moi, aujourd'hui, le risque, y compris pour les libertés publiques, et on le voit bien tous les jours, pour les libertés publiques, pour la dislocation de l'État, pour la désindustrialisation de ce pays, c'est Emmanuel Macron. Et ce qu'il incarne politiquement. Pour vous, Marine Le Pen est préférable à Emmanuel Macron? Là, en l'occurrence, Marine Le Pen, outre que c'était un vote populaire qui la soutenait, ça rouvrait certains éléments du possible politique. Ça rouvrait. J'ai pas dit que Marine Le Pen allait tout d'un coup faire tout ce qu'il fallait, aller prendre les décisions qui me convenaient, aller instaurer la dictature du prolétariat, ce que je pourrais regretter. Je plaisante, Mais non, je pensais qu'il fallait battre Macron, que c'était un préalable à tout, et qu'ensuite ça rouvrait le possible, et que on pouvait imaginer que les rapports de force, les évolutions politiques, la fin d'un système permettraient d'avancer. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que tous ceux qui ont voté, appelé à voter pour Emmanuel Macron, le combattent aujourd'hui. Il y a une petite astuce, c'est assez curieux, et je trouve ça détestable. J'entends, à propos de tous ces projets de loi, nouvelle loi anti-casseurs, tous ces textes répressifs, ces stratégies de M. Darmanin visant la liberté de manifestation... Notamment par rapport à l'ultra-droite, ce qui vient de se produire. Et tout ça, on dit, ah oui, mais vous vous rendez compte, toutes ces lois, si jamais Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Mais attendez, pour l'instant, ces lois, c'est Macron qui les met en place, et elles sont liberticides. On bascule dans un système. Je discutais l'autre jour Pourquoi elles sont liberticides, pardon? Parce qu'elles portent atteinte aux libertés. Si vous prenez le droit de manifestation, j'apprends quelque chose d'extraordinaire. J'apprends parce que la déléguée de l'Observatoire des lieux de détention, Madame Dominique Simoneau, a fait faire un rapport d'enquête sur les commissariats parisiens à l'occasion des manifestations. Vous avez des gens qui sont nassés, raflés, qu'on met en garde à vue, sans aucune raison. Or, la loi exige que pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut qu'il y ait des soupçons de la commission d'une infraction. Et les policiers interrogés disent, oui, on a reçu des ordres, il faut qu'on ramasse des gens, même s'ils n'ont rien fait, comme ça on les garde 24 heures, et ils y retournent pas, et la fois d'après, ça les intimide. Mais ça se fait sous l'égide des parquets, et ça s'appelle en droit français non pas une incarcération, mais une privation de liberté. C'est une infraction pénale grave, c'est une peine criminelle. Si c'est inférieur à 7 jours de détention, mais c'est correctionnalisé, mais c'est quelque chose de très grave. Vous avez la police de ce pays qui, sur ordre de qui? De M. Nunez, de M. Darmanin, prend les gens, les coince dans les manifestations, de simples manifestants, les embarque, fouille à corps, déshabillés, etc.,
et les libère au bout de 24 heures, alors qu'ils n'ont commis strictement aucune infraction. Quand on les arrête, on sait qu'ils n'ont pas commis d'infraction. Et quand on interroge les policiers, ils répondent « attendez, on a reçu des ordres ». Mais monsieur le procureur de Paris, ça vous interpelle pas, ça ? Vous n'avez pas envie de demander à monsieur Nunez que vous mettrez en garde à vue pourquoi il donne ses ordres, que vous allez le confronter avec les policiers qui l'ont dit, ça vous intéresserait pas ? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça, c'est grave. Enfin, c'est grave. C'est-à-dire que en France, maintenant, la liberté d'aller et venir n'existe plus. La liberté de manifester. Regardez, ce qui s'est passé avec toutes ces manifestations, systématiquement, les préfets ont interdit les manifestations. Ah, risque de terrorisme. Ah, c'est affreux, c'est horrible. Hein, il va y avoir un trouble à l'ordre public. Donc, on interdit. Vous avez des magistrats de l'ordre administratif, des tribunaux administratifs qui ont suspendu ça, en disant désolé, hein, mais c'est la liberté d'expression. Le droit de manifestation en fait partie. Hein, le contrôle se fait a posteriori. Vous ne prouvez pas qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, donc vous n'avez pas le droit d'interdire. Parce que la manifestation, c'est pas une autorisation préalable. Hein. Vous n'allez pas demander l'autorité administrative, est-ce que je peux manifester ? Vous dites, je vais manifester. S'il considère, l'administration, qu'il y a ce risque, il peut interdire. Mais c'est très encadré. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Darmanin ? Moi, je trouve ça bizarre, cette... Ah, ça y est, complot. Hein, cette manifestation de l'ultra-droite qui débarque là. Là, vous allez encore nourrir des fact-checkers. Hein. Je trouve ça curieux, cette manifestation. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors naturellement, les cris d'orfraie, c'est affreux, c'est horrible, les barbares sont aux portes, etc. Bon, donc, Darmanin dit, je demande au préfet d'interdire systématiquement les manifestations de ces gens-là. Qui, quoi, association, pas association, simple particulier, etc. Hein. Extrême droite, ultra droite. D'ailleurs, au passage, il a quand même dit le terme extrême droite qui, voilà. On sait maintenant, extrême droite, ultra droite, etc. Voilà. C'est-à-dire que, mais attendez, c'est illégal. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire une circulaire disant... Elisabeth Borne l'a rappelé d'ailleurs en début de semaine, justement, qu'on pouvait pas, paradoxalement, justement, interdire. Donc c'est incroyable Et vous voyez bien ce qui est en cause. D'opposition, ou en tout cas ce qui est en cause, s'il va y avoir des accords entre les deux. Est-ce que c'est ultra-droite, extrême-droite, machin, etc. Hein, hop, on interdit systématiquement, comme Moutou, il s'appelle, le préfet de Montpellier, hein. C'est lui qui a inventé le terme d'instrument à vocation sonore, ou je sais pas quoi, pour qualifier les casseroles. Les casseroles, oui, très fort. Donc, on interdit, hein, a priori, comme ça. Hein. Alors bon, vous avez des gens qui en sont équipés, il y a des avocats militants qui iront faire des recours, parce que les recours, il faut les faire tout de suite. Il faut les faire en 48 heures, qui vont pouvoir le faire. Puis après, les gens bougeront plus, les gens accepteront, et le droit de manifestation, la liberté constitutionnelle, la liberté de la Déclaration des droits de l'homme seront foulés aux pieds. Et ça, c'est Macron. Et nous avons là Monsieur Barrot, qui est le ministre du numérique, qui vient d'annoncer triomphalement, après avoir repris Elon Musk, de quoi je me mêle, hein, vient dire on va faire un projet de loi, et tous les sites qui reprendront des contenus de Sputnik ou de RT, c'est-à-dire par citation, eh bien, seront bloqués, a priori. Inconstitutionnel, violation de la Déclaration des droits de l'homme. À ce sujet, sur la liberté d'expression, je le fais à chaque fois, je suis désolé, je radote un peu, mais le principe de la liberté d'expression, c'est la liberté totale. Vous avez article 10, liberté de penser. Hein, il n'y a pas encore de police de la pensée, donc vous pouvez penser, vous pouvez être nazi si vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Bon, mais du moment que vous ne l'exprimez pas. Ensuite, la liberté d'expression est totale, mais elle peut être limitée s'il y a un intérêt général qui le commande. Hein. L'antisémitisme, par exemple, oui. Hein, donc, et c'est encadré par la loi. Donc il faut qu'il y ait un texte qui la restreigne, hein, et il faut qu'il soit précis et motivé. Ça ne doit pas tomber du ciel. Et ensuite, c'est un contrôle a posteriori fait par le juge. C'est-à-dire que lorsqu'on avait interdit a priori un spectacle de Dieudonné, on violait la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française. Donc, si Dieudonné se livre à des sketchs antisémites, oui, il sera poursuivi après. Oui, mais absolument. Après. Et sanctionné par un juge.
Hein. C'est pas M. Darmanin qui décide ce qu'on a le droit de dire. Sauf que là, on l'a interdit avant. Là, on l'interdit avant, à charge pour ceux à qui on l'interdit de se débrouiller pour trouver un juge qui leur donnera raison. Enfin, on invoque la possible trouble à l'ordre public aussi, c'était ça. Oui, bien sûr. Trouble à l'ordre public, oui, d'accord, mais attendez, c'est quoi? Pas de risque de trouble à l'ordre public. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Puis au bout d'un moment, c'est un peu c'est assez facile, subjectif. ça. Je fais une manifestation. Hein. Oui, mais attention, vous avez des ennemis, machin, ils vont venir, et puis ils vont mettre le bazar, et puis il va y avoir des affrontements. Mais enfin, attendez, monsieur Darmanin, c'est surtout vous qui devez assurer ma sécurité. J'ai un droit constitutionnel que j'entends exercer, vous devez me le protéger. Je paye des impôts pour ça, donc votre police, elle va venir me protéger et empêcher ceux qui commettent une infraction, c'est-à-dire la violence. De m'empêcher de manifester. Voilà. Pour vous, Emmanuel Macron, c'est le pire président de la Ve République? Oh oui, sans problème. Pire que François Hollande, pire que Nicolas Sarkozy. Homme de gauche. Hollande, c'est quand même... Il y avait de la compétition quand même. Ah oui. Non, je pense que la différence entre Hollande et Macron, c'est que Hollande n'a rien à faire là. C'est-à-dire que... Macron n'a rien à faire là. Hollande a été élu grâce à un concours de circonstances. Hein. Dominique Strauss-Kahn, oui, empêché. Je ne sais même pas s'il aurait été élu, mais bon, voilà. Il y a eu un concours de circonstances et il s'est trouvé là. Et c'est pas Hollande qui a été élu, c'est Sarkozy qui a été battu. Ça, c'est pour moi très clair. En revanche, comme le système, un coup à droite, un coup à gauche, c'est-à-dire les deux épiciers qui se fournissent au même grossiste, comme disait Philippe Séguin, ne fonctionnait plus, on s'est dit il faut trouver une solution. Et cette solution a été trouvée par la haute fonction publique d'État en la personne d'Emmanuel Macron, que personne ne connaissait, qui n'avait rien fait auparavant. Hein, c'est-à-dire qu'il était, si vous voulez, il n'a pas dirigé l'entreprise, il n'a pas été élu, il n'a pas fait d'humanitaire, il a raté 3 fois l'ENS, il a raté 1 fois l'ENA, il est allé à l'inspection des finances l'année où il n'y avait pas de classement. Hein. Moi, personnellement, dès le début, j'ai considéré que c'était quelqu'un qui était un incapable politique. Si vous voulez, la politique... C'est Charles Gave que je recevais qui me disait qu'il était, selon lui, pas si intelligent que ça. Alors, moi, c'est pire que ça, ce que je vais vous dire. C'est que, effectivement, il ne sait pas ce que c'est que la politique. La politique, elle intègre une forme de conflictualité qu'il faut savoir traiter. Pour moi, la politique, c'est la phrase de Richelieu, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Il en est incapable. Le chemin entre nécessaire et politique... Et possible, hein, c'est le politique, et donc il n'en est pas capable. Alors, quant à cette intelligence qu'on lui reconnaît, parce que manifestement, bon... Intelligence supérieure. Mais non, mais c'est pas vrai. Il n'a pas écrit un bouquin, il n'a pas écrit un article, il n'a pas une pensée intéressante, on lui fait des notes comme à l'ENA, hein, et puis bon, moi je m'en réfère à Clément Rosset, qui est un philosophe que j'aime bien. On pourrait même dire qu'il a une pensée complexe d'ailleurs, parce que ce qui est clair s'énonce clairement, et avec lui, c'est pas clair. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de vision, je pense que le rapport au pays est faible, et donc, bon, je pense à Clément Rosset. Clément Rosset, c'est un philosophe qui est mort il y a 5 ans, qui était un Nietzschéen, qui était quelqu'un qui avait fait le réel et son double, et qui était assez passionnant, et il avait un concept qu'il appelait la bêtise du second degré, c'est-à-dire c'est la bêtise des gens intelligents. C'est-à-dire que l'intelligence, si tant est que Macron en est, ce que je ne sais pas, hein, ne met pas à l'abri d'être bête. Hein, et donc, et Rosset disait, la bêtise du second degré, c'est la pire. Bon, donc voilà, je pense que il n'est pas à sa place. Voilà, il y a des côtés de traits de personnalité qui prennent le dessus sur le reste, mais je pense que politiquement, il est faible. C'est pas un grand politique. J'en ai connu pas mal des grands politiques, moi. Georges Marchais, notamment. Georges Marchais, qui était un grand politique, qui était une personnalité d'envergure, mais pas seulement. J'ai travaillé avec des ministres, avec des grands féodaux, après la décentralisation. Qui, par exemple, trouvait grâce à vos yeux? Oh bah, j'ai connu par exemple Pierre Mauroy. Pierre Mauroy était, au sens où je l'entends,
On peut en état de désaccord avec lui faire des reproches de ceci ou de cela, hein, mais voilà, c'était un grand politique. Quelqu'un qui est peu connu, qui était Martin Malvy, qui a été ministre du budget, qui était socialiste, qui a été ensuite président de la région. Je pense à ceux-là parce que c'est, dans la dernière partie de ma carrière professionnelle, c'est les gens que je voyais. Puis à l'étranger, hein, c'est un peu différent. C'est pas la même façon d'appréhender, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs d'État. Je trouvais que Macron, c'est pas tout à fait le niveau. Voilà. Bon. En même temps, c'est très personnel, si vous voulez, c'est très personnel. Mais en revanche, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on vienne dire, mais il est très intelligent. Ce qu'a dit le gars là, comment est-ce qu'il s'appelle, Marlière. Ah oui, mais les Français sont envieux parce qu'il est beau et doué. Mais non, arrête. Non. Faut pas présenter les choses comme ça, c'est une façon, c'est inepte cette présentation-là. Donc, si vous me demandez, parce que c'était la réponse à votre question, quel est le pire président de la 5e, je réponds Macron pour ça. Je pense qu'au niveau du caractère, au niveau de ce qu'il a fait, François Hollande est méprisable. Macron, c'est parce qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, et par conséquent, cette espèce de contradiction avec ce que devrait être le poste rend les choses insupportables. Régis de Castelnau, est-ce que vous pensez qu'il sera un jour possible de réconcilier et d'apaiser les tensions en France, de réconcilier les Français entre eux, j'en veux dire bien sûr? Non. Ah oui? Ah, vous êtes sacrément pessimiste alors. Non, je pense que les fractures sont à ce point-là oui, je pense béantes. Que le bloc élitaire a fait sécession et que le bloc populaire, c'est-à-dire que la segmentation est aujourd'hui différente de ce qu'elle a été dans le passé. Le clivage droite-gauche ne fonctionne plus du tout comme il a fonctionné. Hein. Vous avez les couches populaires qui sont hors jeu. Je trouve que Guilly a relativement raison. Christophe Guilly. Oui, Christophe Guilly, le géographe, que Jean-Claude Michéal, philosophe aussi. Hein, donc ils ont été mis hors de la sphère publique, hors de la chose publique, et le bloc élitaire qui aujourd'hui rassemble les gens au pouvoir, rassemble les cadres supérieurs, la haute fonction publique, l'université, etc., sont aujourd'hui, qui habitent essentiellement dans les grandes métropoles, sont aujourd'hui séparés. Il y a une forme de... Le vrai séparatisme, je le vois là. Donc, est-ce que ça peut se résoudre pacifiquement? Je suis pas sûr du tout. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.